Salut, c'est Manon Bril et bienvenue dans C'est une autre histoire. Vous inquiétez pas si c'est très mal cadré. Est-ce que c'est bien cadré? Ça c'est bien cadré? Est-ce que vous me cadrez bien là? C'est parce que c'est le confinement bien sûr. Et ben oui, et puis mon petit cadreur réalisateur adoré que j'aime d'amour Bart, évidemment il est pas confiné avec moi parce que monsieur se confine avec sa famille. Alors voilà, pour s'occuper de ses proches, là il y a du monde. Pour travailler, il y a plus personne. C'est pas comme ça qu'on va relancer la croissance. J'adore le capitalisme. Le confinement. Pardon. Ok. Voilà, j'ai fait une intro bien longue, bien pétée. Comme ça, on s'est débarrassé de tous les gens qui sont un peu ennuyants. Et si vous êtes encore là, c'est que vous êtes des puristes. D'autant plus que j'ai pas beaucoup d'ambition de vues pour cette vidéo puisque c'est un relooking mythologique sur Artemis. On va pas se mentir. C'est pas le truc le plus putaclic ever. Non, regardez-moi bien. Entre nous, c'est pas spécialement putaclic. Eh bien, c'est parfait, car je me suis dit, on va se faire une vidéo plaisir. Oh là là, ça bouge. On va se faire une petite vidéo plaisir à l'ancienne, puisque depuis la dernière fois que j'ai fait un relooking mythologique, c'était il y a longtemps. La chaîne a dû doubler de taille, je pense. Les 3/4 des gens, ils sont là pour d'autres types de formats. Par contre, il y a toujours les petits puristes qui me le réclament. Et moi, ça me faisait plaisir de revenir un peu à l'ancienne. Donc, je me suis dit, sur cette vidéo, je vais me faire 100% plaisir. Je vais faire des intros qui traînent super longtemps si j'ai envie. Ok. Pourquoi je suis agressive par contre? Parce que si vous êtes encore là, a priori, c'est que vous êtes avec moi quoi. Ou alors, il y a aussi, c'est vrai, toujours quelques haters parce qu'on sait que les haters, eux, ils adorent regarder jusqu'au bout ce qu'ils détestent. Et franchement, merci à vous, merci pour vos vues, merci d'être toujours là et persévérant. Cette vidéo, elle est pour vous et moi. Tu sais, toi qui es là depuis le début de la chaîne et qui attends le retour du relooking mythologique. Et bien voilà. Alors il se peut que peut-être quand même tu sois nouveau ou nouvelle malgré tout, que tu aies quand même passé l'épreuve du feu de cette intro insupportable. Donc si tu sais pas ce que c'est le relooking mythologique, eh bien je t'explique en 2 mots et merci d'être resté, franchement, tu mérites une médaille. Le relooking mythologique, c'est quand je vous présente une figure issue de l'Antiquité, une figure gréco-romaine, je vous présente qui c'est dans l'Antiquité avec toutes ses caractéristiques et en allant plus loin que peut-être les clichés que tu peux avoir dessus. Et ensuite, je vous montre comment au fil du temps, on s'est réapproprié cette figure et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on la voit comme ça. En gros, ce type de vidéo, c'est ce que je faisais au début de la chaîne parce que c'est quand j'étais en thèse et c'était exactement le type de travail que je faisais en thèse. Je travaillais sur Athéna, bon bref, ceux qui sont là, normalement, vous connaissez la chanson. Si vous voulez avoir plus de détails, écoutez, j'ai fait 1 an et demi de vlog de thèse, vous pouvez découvrir tout mon travail là-dedans. Mais en gros, je travaillais sur ça, sur comment on utilise une figure mythologique dans une autre période de l'histoire et mon laboratoire d'histoire était spécialisé dans cette discipline. Parce que oui, c'est une discipline, ça me fait perdre mes mots, c'est une discipline qui s'appelle la réception de l'Antiquité. C'est tout simplement comment tu reçois l'Antiquité, comment tu la perçois, comment tu te l'appropries dans d'autres périodes de l'histoire. Réception de l'Antiquité. Écoutez, voilà, vous avez compris, je pense. Car oui, si vous êtes encore là, c'est que vous êtes les meilleurs, je le sais. Entre vous et moi. À la vie, à la mort. Et alors, de quelle divinité va-t-on parler? Eh bien, nous allons parler d'Artémis. Oui, c'est écrit dans le titre, oui. C'est marrant parce que c'est l'une des divinités que vous m'avez le plus réclamée. Et pourquoi elle vous plaît autant? À mon avis, c'est parce qu'elle répond à plein de fantasmes assez stylés, du genre, c'est la jeune fille sauvage qui vit dans la nature, qui est badass avec son arc et ses flèches, qui vit avec les bêtes sauvages, mais qui les chasse aussi, qui se laisse pas emmerder par les mecs parce que elle veut pas de rapport sexuel, etc. Voilà. Et il y a aussi le côté éternelle jeunesse, donc elle est super fraîche, etc. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu fascinés par cette figure. Voilà, donc ça c'est probablement l'image que vous en avez, comme ça de prime abord si vous n'êtes pas spécialement spécialiste de la mythologie. Et vous l'associez peut-être aussi à la lune, on va y revenir. Et c'est aussi une déesse qui apporte les épidémies. Yes. Ça vous, hein? Est-ce que ça ring the bell? Non, juste, je sais pas si vous faites un lien avec l'actu. Ça fait très longtemps que j'ai dit que si je faisais un relooking mythologique à nouveau, c'était Artemis. Je le fais maintenant, c'est pas spécialement pour ça, mais bon bref. Voilà, ça tombe hyper bien, dites donc. Eh bien, je vais vous expliquer tout ça, tranquillement. On va se mettre dans plein de petits coins de mon appartement. Tenez, je vais vous emporter. Alors, ça va foutre la gerbe, ça, si je vous parle comme ça. Si je vous mets là, ça donne quoi? Super, un super cadre. Alors, c'est qui Artémis dans l'Antiquité? Avant toute chose, ma source pour cet épisode, c'est un bouquin de Stephanie Budin.
qui s'appelle Artemis et qui est issue d'une collection qui est vachement bien et dont je me suis servi pour tous les relookings mythologiques. En gros, il y a un petit manuel par figure avec exactement ce que je fais pour ces épisodes. Et c'est vraiment super, c'est en anglais, mais c'est vraiment super cette collection parce que en gros, c'est un peu plus qu'un livre grand public et c'est quelque chose qui est plutôt destiné aux étudiants en histoire. C'est une entrée, on va dire, un peu discipline historique, plus que juste une description littéraire comme vous pouvez avoir dans des bouquins qui résument la mythologie. Bref, c'est vraiment une super collection. Je les ai utilisés à chaque fois pour toutes mes figures. Celui de Stephanie Budding, il est vraiment super comme tout le reste de la collection. Il y a des points qui m'ont laissé un petit peu... Ouh, j'ai bloqué. Je vous en parlerai, on en discutera et tout, parce que bon, du coup, j'ai un petit bagage en ce qui concerne ce genre de discipline. Alors moi, il y a des choses qui me parlent ou non. Bref, on va en parler, mais en tout cas, c'est une très bonne entrée en la matière. Et en effet, quand on commence à travailler sur les dieux antiques, la première entrée qu'on utilise en général, parce que c'est la plus agréable, c'est la mythologie. Donc c'est la littérature, c'est les histoires qui englobent les dieux. C'est plus facile d'accès, c'est plus agréable, ça donne des contours avec des personnalités, aux divinités, etc. Donc on a tendance à commencer par ça, en tout cas souvent on s'intéresse d'abord par ça, et d'ailleurs moi à chaque fois je vous fais plutôt de la mythologie que je ne vous parle des pratiques cultuelles, donc du culte cultuel, parce que en vrai, bon, chacun ses goûts, hein. On va pas le dire trop fort pour mes collègues antiquisants, mais en vrai, étudier les cultes, des fois c'est un peu... Savoir combien de vaches ont sacrifié à tel endroit, combien de moutons, canards, pangolins, etc. Tu vois, donc c'est un peu plus abrupt et tout, mais en fait c'est très très important quand tu vas dans l'étude de ces choses-là parce que le culte c'est la pratique quotidienne pour les Grecs, c'est comment la divinité elle se traduit concrètement dans leur vie quotidienne, etc. C'est souvent décorrélé de la mythologie, on va dire que l'un et l'autre s'alimentent, mais ils sont indépendants. Et le problème avec notre Artémis d'amour, c'est que dans la mythologie, en fait elle est très peu présente. Enfin, elle est là par rapport à d'autres divinités qui sont encore moins présentes, c'est quand même une déesse assez importante. Mais dans la mythologie, elle n'a pas beaucoup de rôle majeur dans les grandes épopées qu'on connaît, l'Iliade et compagnie. Bon, il y a plein de petits récits autour de sa figure, évidemment, il y en a. Clairement, c'est pas la déesse qui abonde le plus dans la littérature. Et du coup, en fait, ça peut donner un peu, par ce prisme de l'entrée dans la mythologie, un peu une image déformée de l'importance qu'elle a ou de sa puissance. Parce que du coup, on a l'impression qu'elle est un peu moins prégnante que d'autres divinités, alors qu'en fait, dans la pratique, donc dans le culte, etc., Artémis, elle était extrêmement vénérée dans toute la Grèce, et vraiment, c'était une divinité très, très, très importante. Donc son culte, il était extrêmement étendu, à la fois géographiquement et dans le temps. Donc dans le temps, ça va de l'âge de bronze crétois et grec pour ces endroits, pour ces régions, jusqu'aux prémices du christianisme. Et pour ce qui concerne son occupation de l'espace, on a retrouvé des lieux de culte qui vont de la Bactriane, ce qui est dans la région actuelle de l'Afghanistan, à l'Ibérie. Donc vraiment une zone très étendue et dans le temps et dans l'espace. Ok, deuxième chose, quand on s'intéresse aux divinités et qu'on commence à bosser dessus, souvent la question à laquelle on a envie de répondre, c'est la question de leurs origines. Quand est-ce que ça a commencé? C'est où que cette divinité, elle est apparue en premier, son premier point de culte? Quand est-ce qu'on a commencé à la vénérer pour la première fois? Bon, c'est assez légitime comme question, puisque en histoire, on essaye de comprendre d'où viennent les choses. Et en fait, pour les divinités gréco-romaines et toutes les divinités issues du polythéisme, c'est très compliqué comme question, très difficile d'y répondre, et en fait, même parfois, c'est pas possible. Pas parce que techniquement, c'est pas possible, mais parce que ça a pas vraiment de sens. Ça a pas vraiment de sens dans le sens où, ça fait beaucoup de sens, où en fait il n'y a pas toujours un point zéro de la divinité, genre ça y est, là on l'a inventé à cet endroit-là et c'est parti, on la vénère. Parce que le propre des polythéismes, c'est de pas être des religions exclusives avec une seule divinité, vous comprenez bien le sens de polythéisme. Ça veut dire que on peut toujours intégrer des nouvelles divinités à son panthéon. Donc le panthéon, ça veut juste dire l'ensemble, le groupe des dieux qu'on vénère qui existent dans ta religion. Quand on voyage, qu'on va faire la guerre ailleurs, etc., on arrive dans un endroit et on voit qu'il y a une nouvelle divinité et on se dit lui ou elle on le connaissait pas, vas-y, il a l'air trop puissant, on va l'intégrer à notre panthéon. Ou alors ce qui se passe aussi, c'est qu'on fait mais cette divinité ici il l'appelle comme ça, mais en fait c'est notre divinité à nous qui s'appelle comme ça, puisqu'on voit que c'est les mêmes genres de champs d'action qu'ils ont, etc. Donc en fait cette divinité c'est la nôtre, c'est la même, donc des fois on les fusionne, des fois on les fusionne parce qu'elles se ressemblent beaucoup mais elles ont des petites différences, donc ça veut dire que la figure de notre divinité de base, elle va s'enrichir de nouveaux champs d'action, de nouveaux pouvoirs, entre guillemets, etc. Des fois, elle va écraser la divinité qui était déjà en place, en fait. Petit à petit, c'est le nouveau nom qui va remplacer. Et donc, il y a plusieurs phénomènes comme ça de
mélange d'absorption, de disparition. Des fois, ça efface certains cultes qui étaient en place, qui sont écrasés par un nouveau. Ça fait des choses extrêmement différentes. Ça fait aussi que Artémis, dans telle ville, elle a parfois des pouvoirs pas tout à fait similaires à cet endroit. À cet endroit, on la vénère pas forcément pour exactement les mêmes choses, même s'il y a un tronc commun de figures communes, vous voyez. Donc là, c'est là qu'on rajoute ce qu'on appelle des épiclèses et des épithètes. C'est en gros des adjectifs qui viennent compléter son nom et ce pourquoi on la vénère ici. Exactement comme l'exemple le plus connu, c'est Athéna Niké. Vous avez dû l'entendre à l'école celui-là, parce qu'en plus on s'en rappelle, parce que ça fait Niké, c'est rigolo. Et puis Niké, c'est ce qui a donné Nike. Parce que Niké, ça veut dire la victoire. Niké, en fait, à la base, c'est la déesse de la victoire. Athéna, elle a apporté une victoire aux Athéniens. Athéna Niké, c'est devenu à cet endroit-là, dans ce temple-là, une espèce d'entité commune, mais les deux déesses, elles existent aussi ailleurs de manière distinctive. Vous voyez le pitch. Un gros bazar. Du coup, en fait, avec ce fonctionnement, avec des noms qui changent, avec des champs d'action qui changent, des visages qui changent, même s'il y a comme toujours un espèce de fond qui se retrouve et tout. Chercher le point zéro d'une divinité, ça a pas beaucoup de sens en vrai. Ça a pas beaucoup de sens parce que avant c'était peut-être un peu ça, puis ailleurs ça. Et en fait, il y a jamais vraiment un moment où tu peux dire ça y est, là c'est le début. Il y a de temps en temps ça arrive, voilà, un culte créé ex nihilo, donc à partir de rien et tout. En fait, chaque dieu, déesse, ils ont un milliard de racines dans plein de trucs différents. Et donc chercher le point zéro, ça a pas trop de sens. Alors Stephanie Budin, elle traite quand même cette question dans son livre, enfin elle l'évoque, parce qu'en fait c'est obligé qu'on se pose cette question et que son lectorat il s'attende à ce qu'à un moment donné on parle de ça, mais elle dit, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'au lieu de chercher les origines d'Artémis, on va chercher les prémices d'Artémis, des caractéristiques qui peut-être dans d'autres divinités font penser à, ont peut-être été après intégrées à la déesse, etc. Alors parmi ce qu'on pense, et encore on n'est vraiment pas trop sûr, être les toutes premières mentions du nom de la déesse, donc où on a retrouvé des traces écrites, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas avant, mais c'est ça qu'on a retrouvé, donc à l'âge de bronze égéen, dans la région de la mer Égée, on aurait trouvé la présence du nom d'Artémis dans le linéaire B. Qu'est-ce que c'est le linéaire B? C'est un système syllabique d'écriture qui a été employé par les Grecs mycéniens au XIVe et XIIIe siècle avant notre ère. Donc il y a longtemps. Et on utilisait ça à l'époque dans les grands palais mycéniens pour tenir une comptabilité. Donc c'était vraiment quelque chose de pratique, pas du tout littéraire ou quoi. En gros, on faisait la comptabilité de combien de trucs ont été achetés, combien justement de vaches ont été sacrifiées à truc-muche, etc. Donc vraiment quelque chose de très pratique. C'était gravé sur des tablettes en terre et c'était pas destiné à être gardé. Et en fait, par miracle, de temps en temps, il y en a qui nous sont arrivés, qu'on a retrouvés, tout simplement quand certains de ces palais ont pris feu et que du coup, la terre, l'argile a cuit. Donc, on a pu garder ces traces-là, on les a retrouvées en dur. Parmi ces tablettes, on a trouvé 2 ou 3 fois la mention d'un mot qui semblerait être le nom d'Artémis. Voilà, encore une fois, par contre, ça fait débat. Potentiellement, à ce moment-là, déjà, la déesse était implantée. Pareil, dans tous ces prémices d'Artémis, Stephanie Budin, comme bon, je prononce de moins en moins à l'américaine, c'est pour le mieux, non? Stephanie Budin cherche dans l'iconographie aussi des déesses de l'époque de l'âge de bronze qui peuvent ressembler à ce que devient Artémis ensuite dans l'iconographie. Et bon, je vous les mentionne pas tous, mais à l'âge de bronze égéen, on a notamment une déesse de la nature qui est accompagnée de bêtes sauvages et d'animaux, et ça, c'est vrai que ça ressemble à des prémices d'Artémis. Est-ce que c'est déjà elle? Est-ce que c'est ce qui va constituer sa figure après? Pourquoi pas? Donc on a retrouvé pas mal d'images de cette déesse en Crète et même dans toutes les Cyclades, donc elle semblait être assez répandue à l'époque. Et il y a un autre pôle d'influence important qui vient de plus à l'est, qui aurait donc été adopté par les Grecs et mélangé à leur propre conception de cette divinité. Et la plus notable de toutes ces influences orientales, qui est très célèbre et très importante après, on va en parler beaucoup, c'est l'Artémis d'Éphèse. D'Éphèse. T'as entendu les fesses? Non, Éphèse, je te l'écris. Alors à Éphèse, il y a vraiment un culte très important de la déesse, avec un immense sanctuaire, un magnifique temple, si magnifique qu'il faisait partie des 7 merveilles du monde de l'Antiquité. Les fameuses 7 merveilles du monde, vous savez, qui ont toutes disparu, sauf la Grande Pyramide. On a tout pété. Alors visiblement, avant que ce soit Artémis qui soit implantée dans ce temple, il y avait une autre déesse. On sait pas trop laquelle c'était. Artémis a dû l'écraser aussi, mais elle a gardé clairement des influences très importantes de cette déesse. Il y a des gens qui pensent que c'était Cybèle. Cybèle d'Éphèse.
Donc Cybèle, c'est une divinité phrygienne qui a aussi été adoptée par les Grecs et les Romains, mais Stephanie Badin nous dit que elle pense que non, c'est pas ça. Bon, moi je n'ai pas de connaissances sur ça. Écoutez, je lui fais confiance. Je n'ai pas d'autre choix. En tout cas, sachez qu'il y en a qui disent que et il y en a qui disent que. Vous avez les infos. Et donc, cette déesse qui était en place, à la base, la déesse indigène de cette région plus orientale par rapport à la Grèce, même si elle a été absorbée par Artémis, clairement, la divinité qui en résulte a vraiment gardé des séquelles, vraiment des traces, car regardez-moi ça. Ça, c'est la statue d'Artémis d'Éphèse. C'est quelque chose, c'est original par rapport à ce que nous on a l'habitude de voir comme statue de dieux et déesses antiques. Avouez. Donc cette frontalité un peu rigide déjà de la statue, ça c'est typique de l'esthétique de l'âge de fer anatolien. Donc la région d'Asie mineure, ces fameuses influences orientales. Et alors, ces trucs. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Non, YouTube me démonétise pas, c'est pas des seins. C'est pas des seins. Mais oui, je comprends qu'on y voit des seins. Et d'ailleurs, on y a très longtemps vu des seins après, même au sein de l'Antiquité, puisque encore une fois, il y a des siècles qui s'écoulent dans l'Antiquité, donc les gens de la fin de l'Antiquité, pour eux, ça date des centaines d'années avant, ils savent plus forcément ce qu'ils regardent. Et on voit ça comme un indicateur de déesse de fertilité, voilà, fertilité. Certains ont dit aussi que c'était des couilles de taureau. Je sais pas, j'avoue, je suis jamais allée voir de près. Donc toujours un symbole qui serait en lien avec la fertilité dans ce cas. Mais l'interprétation la plus probable, apparemment, c'est que c'est un objet typiquement anatolien qui s'appelle Koursas. Koursas. Désolée, vraiment, pas la moindre petite once d'indice de comment ça se prononce. Et donc ce serait un genre de sac de cuir magique, sac de fertilité magique, qui est apparemment un accessoire mentionné dans la littérature hittite, donc toujours les peuples d'Anatolie. Bon, un symbole de fertilité. Et nous dit Stephanie, une preuve que c'est pas des seins, c'est que ça se trouve aussi sur des figures de dieux masculines. Donc une statue et une déesse qui pour nous, c'est vrai, est assez chelou. Bah c'est juste parce qu'on n'a pas l'habitude pour les dieux grecs et romains, mais en fait c'est une forme de sculpture et de divinité qui est très courante en Asie mineure. Et en plus, cette Artémis, sous cette forme-là, son culte il s'est énormément répandu dans toute la Grèce antique. Vraiment énorme succès, gros succès. Mais comme quoi tout ça est très poreux et se nourrit en permanence. Écoutez, qu'est-ce que je fais ? Et c'est vrai que ça nous fait bizarre parce que bon, nous, les dieux antiques, on a des images en tête de dieux anthropomorphes, quoi, de forme humaine. Oh, vous savez quoi, on va changer de place un petit peu. Allez. Alors, la bibliothèque, avec la collection de 1000 BD que m'a légué ma maman. Bon, entre-temps, je me suis rendu compte que mon micro avait lâché. Alors oui, quand vous pensez à des images d'Artémis, vous pensez plutôt à ce genre de choses. En gros, vous savez que toutes les statues de dieux et de déesses, elles ont ce qu'on appelle des attributs. C'est des accessoires, des animaux, de la végétation, des objets qui les accompagnent et qui permettent de les identifier, qui permettent aux spectateurs qui regardent la statue de les reconnaître. Et donc, pour Artémis, ses attributs les plus courants, c'est l'arc et les flèches, c'est une chasseuse, et elle est souvent accompagnée d'animaux sauvages, notamment la biche. Et normalement, elle est jamais nue, dans l'Antiquité en tout cas, même si parfois elle peut avoir un sein découvert quand elle est à la chasse. Donc voilà, maintenant tu sais que quand tu vois une statue d'une jeune femme avec un arc, avec un arc et un carquois et accompagnée de bestioles sauvages, souvent des biches, c'est très probablement Artémis. Et elle peut être accompagnée aussi de nymphes, parfois de son frère Apollon, parce que dans les histoires c'est souvent le genre de compagnie qu'elle a, et ça nous donne l'occasion de parler donc, ça y est, de sa mythologie. Donc Artémis, c'est une des grandes divinités olympiennes. Les divinités olympiennes, c'est tout simplement celles qui habitent l'Olympe. Elle est la fille de Zeus et de la titane Leto, et son frère c'est Apollon, et ensuite il y a plusieurs versions. Comme toujours en mythologie, vous savez, il y a plein de versions différentes, vous allez entendre d'autres versions que celles que je raconte, etc. Mais Apollon, c'est toujours son frère, des fois c'est son frère jumeau, des fois ils sont nés en même temps au même endroit, pas toujours, suivant les versions. En tout cas, ce qui reste, c'est que tous les deux, ils sont l'éternelle jeunesse. Ils sont associés, et en particulier Artémis, à ce statut d'adolescent toujours à la fin de l'âge de l'enfance, à la frontière avec l'âge de l'adulte, mais qu'elle franchit jamais. Et c'est une des déesses qu'on décrit comme enfant d'ailleurs. Et c'est quasiment la seule déesse pour qui c'est le cas. Quasiment toutes les autres déesses, elles sont nées adultes. Athéna, elle sort adulte de la tête de son père. Aphrodite, elle naît adulte dans l'écume. Stephanie Badin, elle nous dit, il y a des passages littéraires où elle est décrite comme
comme une enfant, vraiment avec des traits d'enfant. Elle cite comme exemple une scène de l'Iliade où Artémis fait la moitié de la taille d'Héra, donc ça fait un peu voilà taille d'enfant, taille d'adulte, et elle s'est fait latter par celle-ci et elle va pleurer dans les jupes de son père Zeus. Stephanie Budin a dit bah voilà, ça c'est voilà, caractéristique d'enfant, etc., qui va pleurer auprès de son père. Moi je partage pas du tout cet avis là, pour le coup je suis pas du tout d'accord, parce que ça arrive à d'autres déesses qui sont justement décrites comme adultes, d'aller pleurer dans les bras de Zeus, c'est le cas d'Aphrodite dans l'Iliade aussi. Et en plus, pleurer chez Homère dans l'Antiquité, c'est pas du tout quelque chose d'infantilisant, c'est quelque chose que les héros et les guerriers super virils font aussi, ils sont tout le temps décrits en train de pleurer leurs amis perdus, leurs amours perdus. On a déjà eu l'occasion d'en parler dans la vidéo sur Achille, où on parlait un petit peu de bromance et compagnie avec ses bons amis fossoyeurs de films et équipage du Nexus 6, je vous mets l'affiche, tout ça. Donc moi je suis pas d'accord avec ça c'est pas infantilisant comme scène pour moi. Mais là où en effet je suis d'accord avec elle, c'est qu'il y a quand même des récits de son enfance. On a une histoire racontée par Callimaque où elle est décrite à 3 ans assise sur les genoux du cyclope Brontès et elle lui arrache les poils du torse à tel point qu'il a gardé pour toujours un trou sur son buste. Donc une scène où elle est décrite en enfant en effet, mais quand même un enfant ça va, plutôt badass, j'ai envie de te dire. Et dans l'iconographie, dans les images, on a aussi des exemples où on la voit représentée en enfant. Je vous en donne un. Dessus, on voit Leto avec ses 2 enfants Apollon et Artémis qui sont en train de fuir le serpent géant Python. Donc en effet, il y a des scènes où on voit Artémis en enfant. Et là, Stephanie Budin, elle discute de pourquoi c'est possible pour Artémis et pas pour les autres déesses. Et aussi alors qu'il y a plusieurs dieux mâles qui sont représentés enfants. Et là, elle donne des théories d'autres chercheurs en disant que peut-être c'est parce que, comme dans la hiérarchie de statut social des Grecs, il y a les hommes, il y a les femmes et les enfants, bah les déesses elles sont déjà en tant que femelles, je dis femelles parce que c'est pas des humains les dieux, en tant que femelles elles sont déjà en train de dealer avec une faiblesse, donc si en plus on leur rajoute le statut d'enfant alors qu'elles sont des femelles, ça fait trop ternir leur divinité, alors que les dieux mâles ils peuvent être quand même enfants sans perdre trop de pouvoir parce qu'ils sont déjà des mâles. Bon alors moi pareil cette explication m'a pas du tout convaincue, déjà parce que les règles des hommes c'est pas les règles des dieux, elles s'appliquent pas du tout pareil, y compris dans les hiérarchies sociales etc et humaines, et bah du coup c'est pas les hiérarchies humaines. Par exemple bah, Athéna c'est une femme, une femelle en armure sur le champ de guerre, les dieux ils ont droit de coucher en famille, ils ont droit à l'inceste, c'est complètement ok, alors que chez les hommes c'est absolument interdit et c'est malédiction tout de suite, puni par les dieux. Et voilà, les déesses c'est pas des femmes, c'est pas le même statut, c'est des entités autres vraiment. En plus bah quand même quand elle est bébé, Artémis c'est comme les autres dieux, hein, elle est super badass, ça sent pas réducteur pour moi. Mais c'est vrai, pourquoi alors très peu de déesses, il y en a quelques-unes autres, mais pourquoi c'est surtout que Artémis qu'on peut voir en enfant? Bon, peut-être parce que justement elle est associée à la jeunesse dans son culte aussi, mais encore on va voir que c'est discutable. Bon, bref, je suis pas trop convaincue de cette explication, mais j'ai pas d'autres réponses pour autant. Mais c'est vrai que celle-là me convainc pas en tout cas. Il y a mes petits colocs d'amour qui sont confinés avec moi qui cuisinent, et je peux pas leur en vouloir de manger quand même. C'est parti. Je vais vous installer dans la chambre. Écoutez, voilà, je suis dans le cadre. Quoi? Bah, impec, non? Je suis super bien. Ok, je vais faire comme ça. Ce qui cause cette éternelle jeunesse chez Artémis, et qui fait qu'elle passe jamais vraiment à l'âge adulte, bah c'est son refus de se marier et son désir de rester pour toujours vierge. Parce que du coup, elle accède pas au statut de femme. Et ça, c'est vraiment un aspect très très important chez elle. Il y a même certains qui voient dans ça le fait que, comme elle est la déesse des bêtes sauvages, bah en quelque sorte, elle est jamais domptée, comme on pouvait le dire des femmes mariées à l'époque. Donc Artémis, les mecs, les meufs, le cul, elle s'en bat les steaks. Mais alors vraiment, elle s'en bat les tétés. Allez, cassez-vous, ça m'intéresse pas. Mais le truc, c'est aussi qu'elle l'impose à tous ceux qui sont dans son gang. Et ils ont vraiment intérêt à suivre ça. Parce que si ils ou elles dérogent à la règle, là ça chie. Et c'est ce qui arrive à la pauvre nymphe Callisto. Callisto, donc c'est une de ces nymphes qui traîne avec Artémis dans son groupe de chasseuses, et dont Artémis exige chasteté. Pas toucher Zizi. Et Callisto, elle est très 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 belle. D'ailleurs, c'est ça que veut dire son nom en grec, ça vient de Callistée, la plus belle. Et alors bien sûr, je vous le donne en mille, qu'est-ce qui va se passer? Qui va s'intéresser à cette très belle jeune fille? Oh oui, Zeus, bien sûr, vous le saviez. Vous savez que le propre de Zeus, c'est notamment d'être rusé et de se transformer en certains trucs, de changer son apparence pour tromper ses victimes, pour faire croire qu'il est autre chose que ce qu'il n'est vraiment. Et donc pour avoir Callisto, il prend carrément l'apparence d'Artémis pour s'approcher d'elle sans qu'elle se méfie, et
la prendre par surprise, comme on lit souvent dans les traductions. Un sacré euphémisme de autre chose, si vous voyez ce que je veux dire. Et de cette union forcée, Callisto tombe enceinte, et là c'est vraiment la merde parce qu'elle est plus vierge, donc elle peut plus être dans le gang, mais elle va pas pouvoir le cacher, puisqu'elle est enceinte. Donc pendant longtemps elle essaye, et puis un jour, bon bah voilà, son ventre il pousse, et au bain, bah forcément Artémis s'en rend compte, et là c'est colère, là c'est trahison. Donc Artémis, folle de rage, la chasse de son groupe. Alors il faut savoir que c'est toujours comme ça dans les histoires, hein. Les dieux, ils s'amusent avec les mortels ils prennent toujours dans la gueule même s'ils ont rien fait, hein. C'est toujours eux qui prennent et les dieux ils sont jamais punis, hein. C'est comme ça. De toute façon ils sont tout puissants au-dessus de tout, donc ils font leur bail tranquillement quoi qu'il arrive. Donc Artémis chasse Callisto de son groupe et Héra, suivant les versions, hein, vous savez il y a toujours plein de versions, Héra qui est la femme de Zeus et qui est en permanence trompée par Zeus et qui en permanence se venge sur déjà les victimes de Zeus. Pour punir Callisto, Héra la change en ours. Comme ça, Callisto n'a plus qu'à errer dans les montagnes, elle est exclue de la société des humains. Mais avant, elle a eu le temps d'accoucher de son fils, qui lui va grandir tranquillement de son côté. Et 15 ans après, son fils qui est devenu chasseur va tomber sur sa mère et va passer à ça de la tuer. Parce que vraiment, la Callisto là, elle en a pas pris assez. En plus, elle manque de se faire tuer par son propre fils. Et là, le grand Zeus, dans toute sa magnanimité, juste avant que ça arrive au dernier moment, il va la changer en ours et il va la placer dans le ciel et ça donne la constellation de la grande ours. Et il y a des versions qui disent qu'il place aussi Arcas, son fils, dans le ciel et c'est la grande ours et la petite ours. Donc ça va, ils sont devenus des constellations. Ça va, franchement, c'est cool. C'est genre sublimation ever, alors je vois pas le problème. Je peux filmer comme ça, je peux te raconter l'histoire comme ça te dit? Donc là, je vous ai raconté une histoire où Aphrodite punit quelqu'un qui a fauté, alors qu'il faut surtout pas quand t'es dans son gang, mais c'est une version mythologique. Et je vais vous raconter une version plus historique. Historique avec des gros guillemets, oui, j'utilise les air quotes. Donc, historique, car en fait il y a plein de fantastique dedans, mais en gros c'est Pausanias qui raconte ça, c'est un cartographe du 2e siècle de notre ère, donc antiquité plus tardive, qui a parcouru le monde grec, qui l'a décrit et qui l'a raconté, qui a récolté plein de traditions, de cultes, etc. qu'il observait. Et il parle d'une histoire qui se passe dans le sanctuaire de Patraï, dans la région d'Achaïe, donc c'est dans la péninsule du Péloponnèse. Et il se trouve que dans ce sanctuaire, Artémis était servie par une prêtresse qui était vierge et qui devait rester vierge jusqu'à son mariage, où ensuite elle arrêtait la prêtrise pour Artémis. Et du coup c'était très important de respecter cette virginité, surtout du temps où elle servait la déesse. Et donc l'une d'entre elles était Comaito, et c'était, on dit, la plus belle des plus belles jeunes filles. Et elle est tombée amoureuse de Mélanippos, le plus beau des plus beaux jeunes hommes. Les histoires d'amour là-dedans, c'est jamais pour les moches, hein. C'est toujours, ils sont toujours tous trop beaux. Et donc tous les deux, ils tombent follement amoureux, leurs parents veulent pas les marier, et ils vont fauter, et ils décident de passer outre et de consommer leur amour, et ils couchent ensemble dans le temple d'Artémis. Erreur! Bah ouais, là c'est double mauvaise idée. Donc déjà, elle a failli à son rôle de prêtresse qui doit rester vierge jusqu'au mariage, bon, ça c'est très grave, et en plus ils ont fait ça dans le temple de la déesse vierge. Et ça c'est la pire pollution religieuse que tu puisses faire, en particulier dans un temple de déesse vierge, c'est très grave. Alors en représailles, Artémis a lancé sur la ville une malédiction qui comprenait à la fois le fait que toutes les fleurs et les récoltes étaient stériles et périssaient, et aussi une épidémie qui fait que tous les gens tombent malades. Et donc on demande aux oracles ce qu'il faut faire, comme toujours, et les oracles répondent que la déesse exige pour réparation que l'on sacrifie les deux amants, plus tous les ans le plus beau jeune homme et la plus belle jeune fille. Alors maintenant la question qui se pose, c'est qui est allé niquer cette année dans le temple d'Artémis? Qui a fait ça? Alors on doit faire quoi maintenant? On doit sacrifier Mister et Mrs Univers tous les ans? Faut vraiment que je sorte, hein? Non, c'est mal. Donc oui, Artémis c'est aussi la déesse des épidémies et des malédictions qui les apporte comme elle les retire. Je suis en train de faire le montage et je vois qu'il y a une petite partie qui a sauté. Y a pas d'image. Et comme je vais pas réinstaller le décor d'hier parce que ça sera pas la même lumière, ça sera jamais exactement le même décor parce que je l'ai bougé depuis et tout, je vais pas faire semblant. Du coup, je vous enregistre ça vite fait, c'est juste un petit bout. Tournage de galère. Ah, tu me manques, Marthe. Comme on l'a déjà dit, dans les divinités gréco-romaines, il y a des choses qui nous semblent être des paradoxes. Et justement, on vient de parler du fait que Artémis
elle punit très fort les vierges qui restent pas vierges, mais figurez-vous qu'une de ses fonctions dans l'Antiquité et dans le culte qu'on lui rendait, c'était justement d'accompagner les vierges dans leur changement de statut, donc dans le statut de plus vierge, de femme. Et donc oui, ça paraît paradoxal, mais en fait, en vrai, c'est assez logique. Les divinités gréco-romaines, elles fonctionnent avec des champs d'action. Donc ça, c'est son champ d'action, elle s'en occupe en bien ou en mal. En fait, ce qu'elle aime pas, c'est quand tu perds ta virginité pas comme il faut, pas dans les règles, mais en fait, c'est pas du tout si paradoxal à la fois de punir les vierges qui restent pas vierges et d'accompagner celles qui quittent leur statut de vierge. Par contre, nous dit Stephanie Bedin, on lit souvent dans la littérature scientifique que Artémis s'occupe beaucoup des enfants en bas âge, les protège et chourotrophe, on appelle ça. C'est le terme grec pour, en gros, nourrice, protège et qui s'occupe des enfants en bas âge. Et ça est dit, a priori, c'est un peu tiré par les cheveux. C'est intéressant comme point parce que c'est plutôt original. On dit ça notamment parce qu'on a retrouvé beaucoup de statuettes d'enfants dans les sanctuaires d'Artémis et que visiblement beaucoup de femmes enceintes venaient dédicacer des statues, donc les dédier à la déesse de ce type. Mais en fait, ce serait, d'après Stephanie Bedin, plus pour supplier la déesse d'avoir un bon accouchement, c'est-à-dire ne pas crever, que vraiment placer les enfants sous la protection de la déesse. Donc peut-être que l'Artémis qui s'occupe des enfants, voilà, c'est un peu tiré par les cheveux ou un développement tardif. En tout cas, j'ai trouvé ce point très intéressant. Par contre, les jeunes filles et un petit peu les jeunes garçons parfois, dans certains lieux de culte, font des rites initiatiques à la déesse liés au changement d'âge, au changement de statut. Et là, on va revenir dans l'ancien décor. Et c'est aussi plutôt une déesse qui protège, même si pas uniquement, mais plutôt les femmes, qui à tout âge vont lui faire des offrandes. Donc une déesse probablement assez importante pour les femmes, mais avec toujours ce double tranchant de aussi très très dangereuse. Parce que par exemple, si elle protège les femmes enceintes qui vont accoucher, bah c'est aussi elle qui du coup, c'est lié, leur retire la vie si l'accouchement se passe mal. Donc c'est une divinité dont on va espérer avoir la protection, mais qui est aussi redoutable. Il y a toujours ce double tranchant, ça vaut pour tous les dieux. Hein. Mais du coup, c'est toujours une danse d'équilibre entre danger et protection. Et est-ce que moi aussi, je serais pas un petit peu la déesse des transitions? Donc déesse des transitions, des changements de statut, des frontières. Et pour ces raisons, c'est assez logique qu'elle soit la déesse de la chasse. Parce que la chasse, c'est pile à mi-chemin entre l'homme et l'animal. Les deux extrémités, c'est d'une part l'agriculture, qui est 100% artificielle, qui requiert du temps et du travail et des outils. Et de l'autre côté, on a la chasse. La chasse, c'est tuer le sauvage. Et là-dessus, l'humain est pas très éloigné du prédateur sauvage, justement. Ce qui le différencie, c'est juste d'avoir des outils pour chasser. Et alors, chez les dieux, ce côté force pure, force sauvage, brute, c'est plutôt Zeus et Poséidon, le dieu du ciel, le dieu des océans. Et de l'autre côté, ce serait Déméter et Dionysos, le pain et le vin, quoi, en gros. Et au milieu, à mi-chemin entre les deux, on a des divinités comme Artémis. Artémis, c'est celle qui fait utiliser aux humains des compétences techniques et des outils pour la chasse, mais dans le milieu du sauvage. Bon, et Artémis et la chasse, Artémis chasseresse, ça c'est vraiment une des caractéristiques les plus anciennes de la déesse. Mais tout comme elle chasse les animaux sauvages, elle les aime beaucoup aussi, elle les protège, et notamment quand ils sont bébés. Et il faut bien, parce que s'il n'y a plus de bébés animaux sauvages, bah il n'y a plus d'animaux tout court, et donc il n'y a plus de chasse. Et donc dans l'iconographie, on peut aussi bien la trouver en train de chasser que en train de s'occuper d'animaux. Je vous donne un exemple. C'est un vase, et on y voit la déesse avec un carquois dans son dos, mais elle n'est pas du tout en train de chasser, puisque de l'autre main, elle tapote le menton d'un cygne ou d'une oie, et peut-être qu'elle est en train de le ou la nourrir. Donc on voit avec la présence du carquois que la menace de la chasseuse, elle est toujours présente, elle est toujours là, mais en même temps, elle est en train de s'en occuper. Donc toujours cette ambivalence. C'est donc une déesse qui aime le milieu sauvage. Et quand elle n'est pas dans l'Olympe, eh ben, elle est dans la nature sauvage. Et on la retrouve pas tellement dans les villes, et ça se voit aussi dans ses lieux de culte. La plupart du temps, ces sanctuaires sont dans des zones extra-urbaines. Même si, attention, elle est quand même vénérée en milieu urbain aussi parfois. Mais comme c'est cette déesse des transitions et des limites, ces sanctuaires périurbains, ils permettent aussi de définir la limite de la police, donc de la cité. Et par ailleurs, ils sont souvent associés à l'eau, à des endroits marécageux ou à des endroits où il y a des points d'eau. Donc encore un statut un peu entre deux. Et enfin, dernier point, comme c'est une déesse des transitions, elle a eu beaucoup de rôles aussi dans ce qui concerne l'affranchissement des esclaves. Changement de statut, transition. Ça c'est plutôt un peu tardif, à partir du 4e siècle, et c'est un rôle que son pendant romain, Diane, avait aussi avec les esclaves affranchis romains. C'est donc l'occasion
de parler de la suite. Et ensuite alors? Eh bien oui, et ensuite, et alors? Alors déjà, il y a les Romains qui déboulent et qui colonisent la Grèce. Et à ce moment-là, Artémis est fusionnée avec leur Diane. Et comme ensuite on connaît pendant longtemps beaucoup plus la culture latine que grecque, on va voir que ensuite dans les réminiscences d'Artémis, dans l'image qu'on en a aujourd'hui, en fait il y a beaucoup de la Diane romaine dedans. Diane, c'est aussi une déesse chasseresse et qui est associée à la lune par contre. Alors que chez les Grecs, les déesses de la lune c'est plutôt Hécate ou Sémélé, et Sémélé c'est carrément la personnification de la lune. Alors Artémis, elle était déjà présente dans la zone de l'Italie avant qu'il y ait les conquêtes romaines, dès le 7e siècle, notamment en Étrurie, donc en Italie centrale. Et là on a retrouvé des dédicaces à une déesse qui s'appelle Artimiti ou Artumès, qui serait donc Artémis. Ensuite, cette déesse étrusque, elle s'est visiblement mélangée à une déesse indigène romaine, ou alors cette déesse indigène romaine, elle s'est mélangée directement avec la grecque, ou probablement un peu de tout ensemble, et ça nous a donné la Diane des Romains. Et puis, arrive le christianisme, qui finit petit à petit par s'imposer, et là, ciao, bye bye les dieux gréco-romains. Cela dit, pendant très longtemps en fait, même après l'instauration du christianisme comme religion dominante, le culte d'Artémis a perduré. Et visiblement elle a donné quelques sueurs froides aux chrétiens parce que dans certains endroits, pas partout, mais dans certains endroits, on a des traces de son culte jusqu'au 5e siècle de notre ère. Donc vous avez vu, ça commence à faire un grand étalage de vénération. Déjà, du 5e avant au 5e après, ça fait 1000 ans. Et ouais, puis c'est probablement plus large que ça. Et ensuite, on a le long tunnel du Moyen-Âge. Et là, pendant le Moyen-Âge, comme vous le savez, il n'y a pas grand chose pour nos petites divinités gréco-romaines. Ça, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire souvent. Le Moyen-Âge, on s'en bat les steaks. C'est complètement faux, c'est un cliché. Mais vous savez que je suis taquine avec ça. Bisous les médiévistes. J'ai mis cette petite plante là pour faire nature. T'en penses quoi? Et au bout de ce tunnel du Moyen-Âge, on a la Renaissance. Et la Renaissance, comme vous le savez déjà, c'est le moment de la redécouverte de l'Antiquité, remise au goût du jour, érigée en modèle ultime. Ça devient la référence majeure en art, en philosophie, en politique, et patati et patata. Est-ce que ça faisait pas longtemps que t'avais pas entendu et patati et patata? Et donc on va s'intéresser à nouveau aux divinités antiques, à leur figure, même si bien sûr elles ne sont plus vénérées. La statue d'Artémis d'Éphèse, cette statue dont on a beaucoup parlé, qui est quand même fascinante, forcément elle a fasciné aussi. Bah oui, il y a les seins. Et alors là, on l'utilise comme le symbole de la nature sauvage, cette représentation en particulier d'Artémis d'Éphèse. Notamment le grand Raphaël serait le premier artiste de l'Ouest à l'utiliser dans une de ses compositions. Celle-ci, en fait, là, il représente le trône de la philosophie. Donc vous avez la figure de la philosophie au milieu, qui tient ses bouquins, etc., de morale, de sagesse et compagnie, pour montrer que vraiment, cette turbine dans le cerveau des hommes. Et vous voyez que les pieds de son trône, en fait, ce sont deux Artémis d'Éphèse. Ça représente tout simplement le fait que l'homme, l'intelligence, la philosophie, domine la nature. Et vous voyez qu'il a fait des petits tétons à cette Artémis d'Éphèse, en pensant vraiment que c'était des seins. Regardez-moi par exemple cette magnifique fontaine de Gilles van der Vliet, et c'est la fontaine de la nature qui se trouve à Tivoli. Et on voit bien l'utilisation des seins, quoi. Il y a même le jésuite Athanasius Kircher qui aurait inventé une statue mécanisée en forme d'Artémis d'Éphèse qui avait du lait qui coulait des seins. Et à partir de cette période où on se fascine pour ces sculptures antiques, on les redécouvre et on en amène aussi plein en Europe. Et il y en a une d'Artémis qui est super connue et que vous avez probablement déjà croisée et je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. C'est cette statue. On la surnomme la Diane de Versailles parce qu'elle était à la base exposée à Versailles, dans la grande galerie du château sous Louis XIV. Et si elle a autant marqué, c'est parce que c'est une des toutes premières statues antiques qu'on a ramenées en France. Par contre, cette statue antique, c'est elle-même une copie romaine du IIe siècle, copie romaine d'un original grec qui est maintenant perdu et qui daterait de vers 330 avant notre ère. Ça va, vous me suivez? Et cette fameuse statue antique, maintenant elle est plus à Versailles, elle est au Louvre. Par contre, elle a eu tellement de succès qu'il y a eu énormément de copies qui ont été faites. Et justement dans la vidéo où je vous en ai déjà parlé, je vous en parlais parce qu'il y avait une copie dans le parc du domaine de la Garenne-le-Maux où je me trouvais pour la vidéo. Mais vous pouvez aussi en voir au Jardin du Luxembourg, dans plein d'endroits en Europe, en France, et même parfois cachée dans des vidéos de Nota Bene à son insu. Bref, donc ouvrez l'œil, vraiment cette statue elle est très connue, vous la verrez dans plein d'endroits. Donc elle est partout autour de vous, dans votre quotidien,
j'ai envie de dire, est-ce que ce serait pas le moment de parler de notre quotidien et de la pop culture? Et alors, est-ce que je suis pas moi aussi la déesse des transitions? Je vous l'ai dit. Par contre là vraiment je vous ai amené dans toute la porte, je sais plus où vous mettre. Là peut-être? On se met au vert? Pas ouf. Alors, le moment de la pop culture, je crois que c'est ton préféré. Alors déjà, le saviez-tu? Playmobil lance une ligne de Playmobil, oui, pas de Lego, spécial dieu gréco-romain. Donc t'as tout le panthéon, enfin le principal, t'as les Olympiens, et du coup, bah il y a tout le monde dedans, y compris Artémis. C'est assez marrant parce que on peut jouer à reconnaître qui est qui dans les Playmobil avec les attributs, donc les fameux attributs qui sont ces accessoires pour reconnaître les divinités. Alors attention, je te mets le groupe. Reconnais-tu Artémis? Tic tac, tic tac, tic tac. Je suis vraiment en train de faire ça. Alors, tu la vois? Et oui, elle est là avec son arc et une très belle tunique rose. Ok. Ainsi qu'une couronne de fleurs, parce que j'imagine ça évoque le sauvage. Bon, il y a une certaine adaptation, évidemment, normal. Et en tout cas, quand tu achètes sa boîte avec elle toute seule, tu as la petite biche avec. Ceci n'est pas un placement de produit. Et enfin, Stephanie Buddin s'est penchée sur un monstre de la culture pop, Hunger Games. Mais en fait, ouais, le parallèle, il est très intéressant. Donc c'est la trilogie de Suzanne Collins qui a été adaptée au cinéma, comme vous le savez très probablement, et dont le personnage principal, Katniss Everdeen, jeune vierge de 16 ans, est très probablement l'une des relectures d'Artémis contemporaines les plus notables, ou en tout cas, on l'a noté celle-là. Donc, nous dit la chercheuse, on retrouve dans ce personnage beaucoup de caractéristiques de l'Artémis chasseresse. Donc, Katniss, c'est une archère aussi, qui vit dans un futur dystopique où les États-Unis ont été remplacés par un régime totalitaire qui se nomme Panem, qui est organisé avec une région qui concentre tous les pouvoirs et qui s'appelle le Capitole, référence antique obligée, donc comme l'une des collines de Rome, ou comme la place principale de Toulouse, mais je petit doute sur le fait que ça soit ça la ref. Et en plus de cette région du Capitole qui concentre tous les pouvoirs, il y a 12 districts qui sont censés l'approvisionner en ressources. Et ces districts sont beaucoup plus pauvres et soumis à cette région centrale. Et Katniss vient du plus pauvre de tous ces districts, le 12e. Ainsi, telle Artémis, Katniss vit en marge de la société, enfin, en tout cas de la société civilisée. C'est pas un hasard s'il y a des références mythologiques dans l'œuvre de Colline, parce qu'elle s'est notamment beaucoup inspirée du mythe de Thésée et du Minotaure dont je vous ai déjà parlé, oui, avec Syllabus dans une vidéo, je vous mets la fiche, tout ça. Donc Thésée, dans son histoire, il va affronter le Minotaure auquel tous les ans les Athéniens doivent envoyer un groupe de jeunes hommes et de jeunes filles pour être sacrifiés donc à ce Minotaure et mangés. Et Thésée y va pour se rebeller et pour tuer le Minotaure. Or, dans Hunger Games, chaque année, le Capitole organise les Hunger Games où chaque district doit envoyer un garçon ou une fille tiré au sort et ils sont conduits dans une arène naturelle et doivent s'entretuer jusqu'au dernier survivant. Et donc Katniss, dans l'histoire, y participe. Et Colline, l'auteur du livre, donc, elle décrit Katniss comme quelqu'un qui adore être dans la forêt, qui adore tirer à l'arc. Elle dit même qu'elle ne sourit jamais excepté dans les bois. Coïncidence? Alors là, je crois pas. L'auteur décrit son arc et ses flèches comme argentés, et ça renvoie aux couleurs de la lune, on a dit, tout ça, Artémis, Diane, Méli-Mélo. Katniss, elle a un compagnon qui est juste son ami dont elle dit qu'il pourrait être son frère. C'est Gale, un chasseur qui lui ressemble beaucoup aussi, donc ça nous rappelle un peu aussi le duo Artémis-Apollon. Et ensemble, ils s'occupent de jeunes enfants et les protègent. Ça aussi, ça rappelle ce qu'on attribue à Artémis dans les mentalités. Et puis après, dans la structure du roman, on peut faire des parallèles dans certains passages avec certains mythes qui concernent Artémis. Par exemple, Katniss, elle est très protectrice avec la jeune Rue, qui est l'envoyé du district 11 pour jouer aux Hunger Games, mais du coup dans une relation condamnée puisque elle s'allie et au début elle la protège, mais en fait à la fin il doit en rester qu'une, donc ça veut dire qu'elle devra la tuer à un moment. Donc elle est comme Artémis qui à la fois protège les femmes et pèse toujours comme une menace sur elle. Rue, elle est tuée par un garçon que va tuer en vengeance, en représailles Katniss, donc il y a ce truc de la déesse qui exige sacrifice pour réparation. Et Katniss, elle est pas sauvée uniquement par ses talents de chasseur quand elle chasse les autres, mais aussi par ses compétences à survivre dans la nature, à trouver à manger, à trouver des points d'eau.
de l'eau, Artemis. Dans un passage, elle se rappelle aussi comment avec Gale, ils étaient partis chasser et ils étaient tombés sur un magnifique jeune daim qu'elle avait trouvé très très beau et qu'ils avaient tué, mais du coup elle explique comment ça l'avait déchiré. Donc il y a ce truc qui renvoie à Artemis qui aime protéger les jeunes bêtes mais qui en même temps les tue. Et à la fin des jeux, Katniss sort victorieuse et elle dit qu'elle sait pas trop comment elle verra sa vie d'après, mais qu'elle ne voudra jamais se marier et ne jamais risquer de mettre au monde un enfant dans ce monde pourri. Bon, par contre, à la fin, attention spoil, attention, elle finira quand même par se marier et devenir mère, mais bref. Ah bon, après voilà, c'est des inspirations, l'auteur fait bien ce qu'elle veut quand même. Ok, cut. Ah écoutez, je sais plus où vous mettre, je sais plus où me mettre pour cette conclusion. On va se mettre au sol, une conclusion claquée au sol, c'est pas mal ça, non? C'est la fin de cette vidéo. C'est pas facile de tourner quand on n'a aucune compétence. On est d'accord qu'on va se sortir les doigts et essayer de faire plutôt que rien faire, c'est toujours mieux, non? J'espère que ça vous a plu, c'était vraiment une petite vidéo entre nous, entre puristes. J'avais pas mon panneau, la mythologie c'est sympa, il est décédé depuis très longtemps ce panneau, mais vous savez quoi, voilà, je vous en mets un là, voilà, la mythologie c'est sympa. En tout cas, merci si vous avez tenu jusque là, vous êtes trop mignons, mignonnes, ça veut dire que vous êtes des vrais, et je suis trop contente de vous avoir avec moi parce que les temps sont rudes, n'est-ce pas? Pour nous tous. Alors je pense qu'on a besoin de se serrer les coudes. Quand même, j'espère que vous aurez appris des trucs. Franchement, c'est obligé, vous avez appris des trucs parce que moi j'en ai appris, donc faites pas genre, je vous vois, faites pas genre. Et du coup, si vous êtes encore là, franchement, vraiment, vous avez trop de mérite. Bah, c'est peut-être que vous aimez l'émission, si vous avez découvert et que ça vous a plu, merci beaucoup. C'est que peut-être vous avez envie de soutenir l'émission. Alors pour ça, il y a plusieurs façons. On peut faire un petit don sur Tipeee ou en cliquant sur le bouton rejoindre. Vous connaissez la chanson. Moi, ça me permet de sélectionner mes partenariats, de ne pas faire des placements de produits, de trucs qui m'intéressent pas ou je trouve n'ont rien à voir avec la chaîne, comme de la sécurité informatique. Mais ça, c'est possible uniquement parce que vous êtes là à me soutenir et que vous êtes nombreux à me soutenir. Et il y a plein de vidéastes qui n'ont pas cette chance-là, donc qui peuvent pas faire le tri dans les partenariats comme je fais. Je leur jette absolument pas la pierre. Je dis juste que grâce à vous, je suis indépendante comme j'ai envie. Si vous ne pouvez pas donner de sous, il y a aussi un compte Utip où vous pouvez regarder une publicité. Si vous n'avez pas envie de donner de sous et pas envie de regarder une publicité, je vous comprends, mais que vous voulez aider, vous pouvez partager les vidéos. Ça aide énormément parce que ça fait connaître la chaîne. Bon, cette vidéo-là, j'avoue, c'est un peu une vidéo entre nous. Vous savez que sinon, il y a les épisodes animés qui tombent tous les premiers mercredis du mois à midi. Donc le prochain va arriver très vite. Et vraiment, pour le coup, celui-là, je sais pas si vous êtes prête. Je vous fais plein de bisous en espérant que ça va à la confinadas. Et pour ceux qui sont dehors et qui travaillent et qui triment, un immense merci à vous tous et vous toutes d'être là pour nous, de faire littéralement tourner la société pour nous pendant qu'on reste à la maison. Allez, dernière transition.